Il est minuit et demi à Paris, 23h30 à Libreville, 22h30 en temps universel. Afrique Soir, présenté par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Au Gabon, première comparution pour des centaines de manifestants arrêtés après la réélection contestée du président Ali Bongo. L'opposition a jusqu'à demain soir pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Théodorin Obiang Nguema, le vice-président équato-guinéen dans le collimateur de la justice française. Théodorin Obiang Nguema est accusé de s'être constitué en France un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros. Reprise ce matin au Cameroun du procès d'Ahmed Abba, correspondant de RFI en langue Haoussa. Notre confrère est accusé d'intelligence avec le groupe Boko Haram. Ahmed Abba, incarcéré depuis plus d'un an, en risque la peine de mort. Et puis nous irons également en Côte d'Ivoire pour faire le point sur l'accident ferroviaire survenu hier sur la ligne reliant Abidjan à Ouagadougou au Burkina Faso. Pas de victimes, mais d'importants dégâts matériels. Et puis dans un quart d'heure, Malik Konaté, le porte-parole des familles de victimes maliennes de la bousculade de Mina, sera l'invité d'Afrique Soir. 328 Maliens avaient trouvé la mort en septembre 2015 en Arabie Saoudite et les familles continuent de se battre pour savoir ce qui s'est réellement passé. 8 jours après les heures qui ont marqué la réélection violemment contestée d'Ali Bongo, les centaines de personnes interpellées juste après la proclamation des résultats ont commencé à comparaître devant la justice gabonaise à Libreville. Reportage Sébastien Nemeth. Au tribunal, les audiences s'enchaînent. Parfois 10 accusés comparaissent en même temps. Ils reçoivent pour la plupart un rappel à la loi avant d'être relâchés. Arrêté au QG de Jamping, Monique a été retenue à la gendarmerie puis à la direction générale de l'immigration avec une centaine d'autres personnes. Au bout d'une semaine, la voilà libre. On n'a pas vu le juge, c'est le procureur de la République, le président du tribunal qui sont venus nous donner des conseils, nous dire que c'est pas bien. Nous avons été confondus aux casseurs. Nous avons eu droit à une leçon de morale et une menace. On est libre, mais on est fiché. Ça veut dire que plus on n'est pas libre de nos mouvements, si on a quelque chose, ils vont nous cueillir et nous mettre en prison. Jacques, son frère, a remué ciel et terre pour la retrouver. C'est finalement au tribunal qu'il l'a revue pour la première fois. Nous avons été dans toutes les morgues. Moralement, c'est insupportable. Nous gardons l'espoir parce que ce sont des innocents. Nous osons espérer que les magistrats auront une lecture objective de l'innocence de ces pères et mères de famille qui ont été gardés dans des circonstances déplorables. C'est des intimidations, c'est des pressions que je pense inutiles parce que ces gens-là sortent renforcés, ils ne sortent pas affaiblis. Pour Jacques, cette libération est un rayon d'espoir avant de conclure que le plus dur, ce sera pour les parents qui ne retrouveront jamais leurs enfants. Lui recherche toujours 2 de ses neveux. Pour Vichy, Sébastien Nemeth, Libreville. RFI. Et ce mercredi, le président Ali Bongo, dont la réélection est violemment contestée par l'opposition, s'est montré très combatif. Rappelons que la saisine de la Cour constitutionnelle reste l'unique solution de sortie de crise. Mais à la veille de la date limite des recours devant la Cour constitutionnelle, pour René Ndemezo Obiang, directeur de campagne de Jamping, c'est d'abord le recomptage devant la commission électorale qui est prioritaire. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous savons lire la loi comme tout le monde. Je crois que après l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur, il y a 8 jours. Et est-ce qu'un recours sera déposé ou pas? On le saura après les 8 jours. De toute façon, pour l'instant, nous n'avons déposé aucun recours. Est-ce que nous allons en déposer un? On verra. Nous savons compter les jours comme vous. Nous posons un problème précis, à savoir la nécessité du comptage des voix. Bureau de vote par bureau de vote. Monsieur Ali Bongo Ondimba élude cette question et dit simplement il faut aller devant la Cour constitutionnelle. Mais il ne répond pas à la question posée, à savoir est-ce qu'il accepte qu'on recompte les voix. Nous sommes sur cette question-là et nous disons pour recompter les voix, il faut aller là où le problème s'est posé. Et le problème, il s'est posé à la CENAP. Et René Ndemezo Obiang, directeur de campagne de Jamping, au micro de Sébastien Nemeth. Et j'ajoute que la mission de haut niveau de l'Union africaine est attendue à Libreville ce vendredi. C'est en tout cas ce qu'indique le bureau régional des Nations Unies, qui sera représenté par Abdoulaye Bathily. Ce jeudi, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, doit se rendre, lui, à Libreville également. Pour ce qui est des chefs d'État, pas de certitude pour le moment, même si, de sources diplomatiques, le président en exercice de l'UEA, le Tchadien Idriss Déby, devrait être du voyage. Certains évoquent aussi la présence du Nigérien Mahamadou Issoufou.
La France va accueillir le premier procès dans l'affaire dite des biens mal acquis, celui de Théodorin Obiang Nguema, le fils du président équato-guinéen, promu en juin dernier au rang de vice-président de la République chargé de la défense et de la sécurité par son père. Théodorin Obiang Nguema, connu pour le faste de son mode de vie, a eu beau multiplier les actions en justice pour tenter de mettre fin à l'instruction en cours. Les juges français ont estimé qu'ils avaient assez d'éléments pour renvoyer l'affaire en correctionnel. Théodorin Obiang Nguema devra donc répondre des chefs d'inculpation suivants: abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Il est accusé de s'être constitué un patrimoine personnel de plusieurs dizaines de millions d'euros en détournant de l'argent public. Pour Florent Gel, le directeur d'Afrique de la FIDH, c'est une bonne nouvelle. La preuve, selon lui, de l'indépendance de la justice française et une façon de responsabiliser, je cite, les dirigeants étrangers sur le fait que la France ne doit pas être un paradis pour ceux qui ont volé dans leur pays sur le dos des populations. Florent Gel est au micro de Florence Maurice. Il a fallu plus de 20 ans pour que le premier procès pour les génocidaires rwandais réfugiés en France se tiennent et soient condamnés. Là, les choses sont allées plus vite, c'est un signe, il faut le saluer. Et il faut aussi saluer que il y a des preuves, l'instruction a été bonne. Souvenez-vous des saisies de voitures de sport, de meubles de marque dans cet appartement près de la place de l'Étoile, qui démontrait le luxe outrageant dans lequel, évidemment, l'actuel vice-président de la Guinée équatoriale, et qui était le fils évidemment du président actuel, vit, et ça démontre toute l'absurdité et l'indécence aussi dans lequel certains dirigeants de pays africains, mais pas que africains malheureusement, vivent sur le dos de leur population. Florent Gel de la FIDH, propos recueillis par Florence Maurice. La reprise ce matin au Cameroun du procès de notre correspondant en langue Haoussa, Ahmed Abba. Il est accusé par les autorités d'intelligence avec le groupe terroriste Boko Haram. Arrêté dans l'extrême nord du pays en juillet 2015, Ahmed Abba est emprisonné depuis plus d'1 an. Il risque la peine de mort et clame son innocence. Ce matin, lors de la reprise de son procès, le procureur a voulu faire témoigner un expert en cybercriminalité pour parler d'un rapport. Une intervention très inattendue pour l'avocat du journaliste qui découvrait l'existence et de l'expert et du rapport, Maître Nakong, joint par David Bachet. Nous nous sommes posé la question de savoir quelle était la qualité de cet individu, était-il témoin ou expert. Il y avait-il un rapport dans cette affaire que nous n'avons jamais vu, ni un procès verbal, ni un rapport. Nous avons protesté, ça fait un moment que nous assistons à une scène rocambolesque. Le commissaire du gouvernement sort un rapport et nous le communique en violation avec tous les principes généraux, cardinaux du droit pénal, c'est-à-dire le principe du contradictoire. Et nous notons que ce rapport d'expertise n'était même pas signé. Cet expert a été commis alors que le tribunal avait déjà été saisi. Donc le commissaire du gouvernement s'est substitué au tribunal pour poser des actes d'instruction. C'est la raison pour laquelle la défense de M. Ahmed Abba s'est insurgée contre de telles méthodes qui violent de façon ostensible les droits de la défense. Déjà, nous avons demandé au tribunal de sanctionner ces pratiques parce que les sanctions sont prévues par notre code de procédure pénale qui prévoit la nullité de la procédure des actes, puisque ce sont des actes qui préjudicient aux droits de la défense. Donc, à la prochaine audience, nous entendons produire des conclusions spéciales pour appuyer ce que nous avons dit aujourd'hui oralement. Et nous entendons de façon parallèle saisir le ministre de la Défense, de même que le président de la République, pour dénoncer de telles pratiques. Maître Nakong, interrogé par David Bachet, a noté que la prochaine audience du procès se tiendra le 5 octobre. Et puis un blogueur nigérian spécialiste du conflit dans le nord-est du pays a été entendu à Abuja par les autorités pour ses liens présumés avec le groupe Boko Haram. C'est ce que rapporte aujourd'hui la BBC, citant un SMS du journaliste. Également dans l'actualité au Maroc, les autorités ont annoncé avoir démantelé ce mercredi près d'Oujda, non loin de la frontière algérienne, une cellule de l'organisation État islamique qui s'apprêtait à commettre des attentats dans plusieurs villes du royaume. Cette cellule, composée de 3 hommes, aurait préparé des attaques à Oujda, Saïdia, Fès et Debdou, dans le nord-est du pays. La police marocaine aurait saisi des produits chimiques, une cocotte minute et du matériel électrique, ainsi que des armes blanches et un drapeau de l'organisation djihadiste. L'un des hommes arrêtés est le frère d'un ancien combattant du groupe terroriste incarcéré après son retour de Syrie. RFI à Kinshasa, 105 FM.
En République démocratique du Congo, l'heure est donc au dialogue politique. Après l'exposé des experts de l'ONU et de la CENI hier, la journée d'aujourd'hui était consacrée aux acteurs de ce dialogue. Au cours d'une réunion à huis clos, majorité présidentielle, la partie de l'opposition qui a accepté de participer à ce dialogue, la société civile et un certain nombre de personnalités sans étiquette devaient se prononcer sur les options concernant le fichier électoral. Les débats ont été enflammés, parfois houleux, autour de cette question du respect des délais constitutionnels et du fichier électoral. À Kinshasa, le récit de Sonia Rollet. Il y a d'abord eu cette accusation lancée par l'opposition qui a choisi de participer au dialogue. Le président, le gouvernement et la commission électorale auraient violé le consensus national sur l'organisation des élections. C'est Jean-Lucien Boussa du CDR qui a mené la charge. Pour lui, la composante qu'il représente, si les délais constitutionnels ne sont pas respectés, in fine, les responsables seront tous désignés. La majorité s'est défendue en rappelant que depuis l'an dernier, le pays connaît une crise économique, qu'il y a eu une guerre à l'Est très coûteuse ou encore que les 2 calendriers présentés par la commission électorale ont été rejetés par une frange de l'opposition. Pour la majorité, en tout cas, à l'issue de cette journée, il y a 2 acquis. Il n'y aura pas d'élection en 2016 et le fichier électoral de 2011 est aujourd'hui trop corrompu pour permettre l'organisation d'élections crédibles. C'est ce que la plupart des intervenants, même des experts, ont reconnu, a martelé le porte-parole de la délégation de la majorité chez Okitundu. Malgré tout, au final, aucune décision n'a été prise. Les délégués ont demandé à pouvoir entendre les experts sur toutes les thématiques qui seront abordées lors de ce dialogue. Le fichier électoral, mais aussi le calendrier, le budget ou encore la sécurisation du processus, et des commissions ad hoc seront ensuite chargées de faire des propositions. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Retour à présent sur l'accident ferroviaire à l'entrée de la ville de Dimbokro dans le centre de la Côte d'Ivoire. Un train de marchandises reliant Abidjan à Ouagadougou est tombé juste avant le fleuve Nzi. Accident spectaculaire sans victime mais qui risque d'avoir de sérieuses conséquences sur le transport et le commerce sous-régional. Dès hier, les cadres de la Citarail, filière du groupe Bolloré qui exploite la ligne, se sont rendus sur place et notre correspondant à Abidjan, Frédéric Gara, vient de rencontrer le directeur général de la Citarail, Joël Onsinou. Nous allons procéder à des terrassements pour approcher les engins de relevage pour extraire donc les locomotives dont vous parliez tout à l'heure. Il s'agira ensuite de refaire une voie pour permettre donc de raccorder le pont à la terre ferme. Et à l'issue donc de cette opération, nous reprendrons les circulations. Nous l'espérons dans quelques semaines et non dans quelques mois, comme il est écrit ça et là. Ce qui concerne la reconstruction du pont, nous avons une solution immédiate qui permettra donc de reprendre les circulations, quitte à mettre en œuvre une solution définitive un peu plus tard. Très rapidement, nous réfléchissons à mettre en œuvre un type de transport, je dirais, rail-route. Donc il s'agira, en ce qui concerne les produits qui viennent du Burkina, de s'arrêter donc avec les wagons à Dimbokro, de transborder les marchandises dans les camions et ensuite de les reprendre à Timélécro pour les acheminer sur Abidjan. Et l'opération sera faite dans l'autre sens pour tout ce qui part d'Abidjan à destination du Burkina Faso. Nous espérons en faire de même pour les passagers qui viennent donc du Burkina et vice-versa pour tous ceux qui partent vers le Burkina Faso au départ d'Abidjan. Notre objectif est de satisfaire la clientèle, autant pour le fret que pour les passagers. Donc s'il y a des surcoûts, bien entendu, nous comptons les absorber. Le plus important, c'est d'offrir un service de qualité et de ne pas cautionner, je dirais, cette interruption de circulation ferroviaire. Joël Onsinou au micro de Frédéric Gara, programme exclusivement musical sur les antennes des médias publics ce mercredi au Burkina Faso. Les travailleurs de tous les services publics de la communication ont déserté leurs rédactions et bureaux pour une grève de 24 heures. Même les audiences du président du Faso, généralement couvertes par la télévision et la radio, n'ont pas échappé à ce mouvement de débrayage. Les travailleurs des médias publics revendiquent de meilleures conditions de travail et une revalorisation de leur salaire. À Ouagadougou, Yaya Boudani. Salle de rédaction déserte, les studios et bureaux fermés à clé dans les couloirs de la maison de la radio à Ouagadougou. Seul le directeur et son rédacteur en chef sont assis dans leur bureau, écoutant la musique diffusée sur les ondes. Sur les écrans de la télévision nationale, c'est un message d'information sur les perturbations des programmes suite à la grève des travailleurs qui a tourné en boucle. Yacouba Bonkungu, directeur de la télévision nationale. On essaie de maintenir l'antenne et comme vous le constatez, il y a une perturbation des programmes. Pour le moment, on s'est résolu à diffuser de la musique. Les travailleurs des médias publics et du service d'information du gouvernement se sont rassemblés à la Bourse du Travail pour observer leur mouvement de grève. Ils exigent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. On travaille jusqu'à des heures indues. On voit que les agents risquent beaucoup leur vie. Si on prend l'exemple du coup d'État, on voit que les agents étaient obligés de prendre le mur
sous les rafales des militaires. Ce que nous demandons, c'est que l'État améliore nos conditions de travail en revoyant à la hausse nos rémunérations, le salaire et les indemnités. Les travailleurs des médias publics dénoncent également les intimidations et pressions de tout genre sur les journalistes dans le traitement de l'information. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI. Et puis en bref, les députés tchadiens touchés par des mesures d'austérité, ils risquent de perdre une partie de leurs indemnités. Des indemnités qui peuvent atteindre 2 millions de francs CFA, soit environ 3 000 euros par mois. C'est la conséquence des mesures d'austérité lancées la semaine dernière par le président Idriss Déby dans un pays frappé par la baisse des ressources pétrolières. RFI, minuit 45 à Paris. Afrique Soir, à suivre le journal des sports avec Eric Mamrut. Les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Mais tout de suite, l'invité de la rédaction. Notre invité ce soir, Malik Konaté, porte-parole de l'association des victimes de Mina, et alors que débute en Arabie Saoudite le grand pèlerinage de la Mecque, le souvenir de la tragique bousculade survenue l'an dernier à Mina, la pire de l'histoire, refait surface. 2300 personnes avaient trouvé la mort en accomplissant le rituel de la lapidation des stèles. Pour en parler, Nathalie Amar est en ligne avec Malik Konaté. Bonsoir Malik Konaté. Bonsoir Madame Nathalie. Vous êtes le porte-parole du collectif des familles de victimes de la bousculade de Mina au Mali. Le Mali a payé un lourd tribut à ce drame, 338 morts recensés à ce jour. Malik Konaté, rien que pour obtenir ce chiffre, il a fallu batailler. Oui, il a fallu batailler parce qu'après la bousculade de Mina, nos autorités n'ont pas voulu communiquer. Et en plus de cela aussi, l'autorité compétente de l'Arabie Saoudite n'a pas voulu communiquer davantage. Donc nous, les familles des victimes de bousculade du Mali, nous nous sommes battus pour avoir ces informations-là. Nous nous sommes battus même jusqu'à ce que pour envoyer nos parents en Arabie Saoudite pour recueillir des informations et transmettre ça à nos familles. Et à ce jour, il y a toujours 9 cas qui ne sont pas élucidés, des personnes qui ne sont pas rentrées au Mali mais qui sont toujours officiellement disparues. Exactement. Jusqu'à nos jours, on n'a pas eu de confirmation. Même malgré les tests ADN, parce qu'il y avait 28 disparus, et jusqu'à nos jours, jusqu'à preuve contraire, on n'a pas eu d'informations concernant ces disparus-là. Vous dites que ça a été une bataille, c'est de la mauvaise volonté de la part des autorités d'Arabie Saoudite ou c'est de la négligence, elles ont été débordées parce que ça a été un bilan terrible? Je dirais plutôt de la mauvaise volonté. Nous ne pouvons pas comprendre de cela parce que bientôt un an, la commission qui a été mise en place pour faire de l'enquête sur la chose n'a pas communiqué. Donc nous, on ne peut pas comprendre cela. Nous, on explique tout simplement, tout bonnement, il veut juste nous traiter comme des ignorants en fait. Donc, on ne veut pas communiquer parce que nous sommes des Africains. Alors que même si c'est des Africains, le pèlerinage, ça nous concerne tous les musulmans. Vous voulez dire que les victimes non africaines de cette tragédie ont eu droit à un meilleur traitement que les Maliens spécifiquement et les Africains en général? Exactement. Vous n'avez pas pu, depuis un an, rapatrier les corps des victimes. Ça doit être évidemment aussi un regret immense pour les familles. Un regret pour les familles. Même on a demandé même d'envoyer quelques-uns parmi les familles des victimes pour aller voir les tombeaux de nos victimes. Mais jusqu'à preuve contraire, on n'a pas eu de suite de cela. On n'a pas eu de corps de rapatriement, ni aller voir le tombeau de nos pères ou de nos mamans. Jusqu'à nos jours, on n'a pas eu tout cela. Donc c'est déplorable. Nous accusons l'Arabie Saoudite, mais nous accusons aussi le gouvernement malien. Parce que depuis la tragédie, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un communiqué officiel à la télévision nationale comme quoi il y a telle chose. Tout ça prend à travers les internets, à travers les informations via soit par RFI, soit par d'autres chaînes, mais pas notre télévision channel. Ça, là, c'est pas normal. Même le ministère en charge de cela n'a pas voulu communiquer. Mais pourquoi cela? Il y a également le cas des blessés de ce pèlerinage. Au sein du collectif, on a 3-4 blessés qui sont de retour à Bamako. Ils ont été délaissés par l'agence, ils ont été délaissés aussi par le gouvernement. Et ce n'est pas normal. Parce que c'est quelqu'un qui vient d'être quitté d'une tragédie. Il faut chercher un psychologue pour essayer de voir du côté moral et il faut aussi des soins. Donc, s'ils n'ont pas les moyens, donc ça veut dire qu'ils seront été délaissés comme tels. Donc, ce n'est pas normal, il faut le dénoncer. Il faut que l'autorité aussi prenne ses responsabilités et s'engager aussi et être toujours à côté de son peuple. Vous-même, Malik Konaté, vous avez perdu un proche dans cette bousculade. Est-ce qu'un an après, vous vous dites qu'une action collective est possible? Oui, parce que moi, ma mère, c'est le petit frère de ma mère. Donc chaque jour, elle se réveillait avec ça. Elle demandait à mon petit frère, Un jour, j'ai décidé d'aller voir l'information, d'aller chercher auprès du ministère qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il est décédé ou il est parmi les disparus ou parmi les blessés. Quelles sont les mesures à prendre? Donc c'est la raison pour laquelle je me suis battu pour avoir l'information. L'objectif du collectif, c'est 3 choses.
C'est-à-dire faire la lumière de ce qui a été fait à Mina. Qui a causé ça? Il faut savoir ça. Ensuite, suivre encore, voir une indemnisation possible pour les familles des victimes. Vous avez confiance, compte tenu de l'accueil que vous avez reçu en Arabie Saoudite, qu'un jour le Royaume puisse indemniser les familles de toutes les victimes de cette tragique bousculade de Mina? En fait, nous ne pourrons rien dire pour l'instant, mais quand même les démarches sont en cours. Nous demandons qu'est-ce qui a causé même d'abord la situation. Il faut savoir d'abord la cause réelle de cette tragédie-là. Après cela, entamer les procédures, c'est-à-dire les procédures d'indemnisation. Si réellement, en fait, même en l'islam, on a demandé aussi, si la cause vient d'une autre personne, il faut que la personne aussi paye, c'est-à-dire faire une indemnisation vers la famille. Donc nous demandons aussi des indemnisations auprès de l'Arabie Saoudite. Et les procédures sont en cours et nous sommes confiants avec notre avocat que les choses aboutiront. Est-ce que cette année, les candidats au départ, les pèlerins maliens à la Mecque sont aussi nombreux que l'an dernier, Malik Konaté? Oui, c'est comme toujours la même chose. Le Mali est un pays laïque, mais le Mali est un pays, une majorité musulmane. C'est-à-dire, nous sommes les musulmans, nous avons la foi en Dieu et c'est la raison pour laquelle qui pousse les gens, même malgré la situation dramatique, malgré la mauvaise organisation du Hajj, nous sommes bâtis et cette année aussi, il y a encore plus de pèlerins maliens qui partent à la Mecque. Vous-même, vous pourriez y aller? Moi-même, je compte aller un jour, mais pas cette année. Malik Konaté, merci d'avoir été en ligne. Je rappelle que vous êtes le porte-parole et secrétaire général du collectif des familles des victimes de la bousculade de Mina au Mali. Nous vous remercions aussi. Malik Konaté répondait aux questions de Nathalie Amar. Zéphirin Quadio. RFI Afrique Soir, le rappel des titres de l'actualité hors Afrique. Une voiture contenant plusieurs bonbonnes de gaz trouvée le week-end dernier au cœur de Paris sans dispositif de mise à feu. Cette découverte a déclenché une enquête antiterroriste et l'arrestation de 2 personnes appartenant à la mouvance islamiste radicale, selon des sources proches de l'enquête. Toujours en France, au 2e jour de son procès pour fraude fiscale, Jérôme Cahuzac a commencé à s'expliquer sur les tribulations de son argent caché à l'étranger. L'ex-ministre est poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. À la veille des pourparlers cruciaux entre les chefs de la diplomatie russe et américaine sur la Syrie, l'opposition syrienne, très affaiblie, a présenté ce mercredi à Londres un plan de transition politique. Et puis l'opposition vénézuélienne, forte de sa manifestation historique la semaine dernière, maintient elle la pression sur le gouvernement en mobilisant ses partisans en faveur du référendum révocatoire contre le président socialiste Nicolás Maduro. La flamme olympique illumine à nouveau Rio, la métropole brésilienne, avec le coup d'envoi des Jeux paralympiques. On y revient dans quelques instants. Ce sera dans le journal des sports à suivre. Le journal des sports, c'est avec vous, Eric Mamrut. Bonsoir. Bonsoir Zéphirin, bonsoir tout le monde. Rio, à nouveau à l'heure olympique avec le coup d'envoi des Jeux paralympiques. 17 jours après la clôture des derniers JO, la métropole brésilienne fête le début des 15e Jeux olympiques réservés aux athlètes handicapés. 4300 vont y participer, ils sont issus de 160 nations, 43 d'entre elles sont africaines avec 5 nouvelles venues, le Congo-Brazzaville, le Togo, le Malawi, la Somalie et Sao Tomé et Principe. Les équipes les plus fournies viennent d'Algérie avec 60 sportifs alignés devant l'Égypte 45, l'Afrique du Sud 43 et la Tunisie 31 athlètes. La Côte d'Ivoire, quant à elle, aura 5 représentants engagés dans 2 disciplines, l'haltérophilie et l'athlétisme. Des athlètes qui se sont bien préparés, comme l'indique le chef de la délégation ivoirienne à Rio, Moumouni Silla. La préparation, elle s'est déroulée sur 5 mois. L'État a dégagé les moyens à temps pour que les athlètes puissent assurer leur préparation. Ces moyens ont été communiqués aux fédérations et mis à disposition des athlètes de façon diligente pour que la préparation puisse se faire et que les athlètes puissent, à leur meilleur niveau, participer à ces Jeux. Alors, 5 athlètes, 2 disciplines, l'haltérophilie, l'athlétisme. Quelles sont les chances de succès pour la Côte d'Ivoire à ces Jeux? Les chances sont réelles. Nous avons des athlètes qui ont participé à des rencontres internationales. Ces athlètes-là ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont au mieux de leur forme et nous espérons qu'ils vont aller traduire en actes tout le potentiel qu'ils ont aujourd'hui et qui nous valent d'espérer un lendemain meilleur pour ces Jeux paralympiques.
Moumouni Silla, par ailleurs directeur de cabinet du ministre des Sports ivoirien, il était interrogé par Emmanuel Kofi. Au total, ce sont 23 sports qui seront en lumière durant ces Jeux paralympiques de Rio. Le 12 août dernier, l'Éthiopienne Alma Zayana était devenue championne olympique du 10 000 mètres en explosant de 14 secondes l'ancien record du monde de la discipline. D'après un groupe de statisticiens, cette performance est la 5e de tous les temps pour une athlète. La première position du classement étant occupée par le record du monde du 100 mètres en 10 secondes 49 centièmes, réalisé en 1988 par l'américaine Florence Griffith-Joyner. Et puis en football, Eric, Steve Yago présente ses excuses. Le défenseur burkinabé avait été expulsé dimanche dernier lors du match éliminatoire des étalons face au Botswana à Ouagadougou. Il avait asséné un violent coup de poing à l'Ebogang d'Itsele. Aujourd'hui, Steve Yago dit regretter profondément son geste. Il parle d'une réaction inappropriée dans un communiqué qu'il a publié. Le joueur de Toulouse qui présente donc ses excuses à Ditsele, aux supporters burkinabés et à ses coéquipiers en sélection. Il risque néanmoins une grosse suspension de la part de la CAF. Le Sénégalais Sadio Mané a lui vite pris ses marques dans son nouveau club de Liverpool. À tel point que le feu follet sénégalais a été élu joueur du mois d'août par son club. Sadio Mané qui en 3 matchs a déjà fait sensation en marquant notamment un très beau but contre Arsenal, légèrement touché au genou en sélection ce week-end avec le Sénégal. Le milieu de terrain précise au passage que cette blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et puis le match Algérie-Cameroun comptant pour la première journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 a déjà commencé. Alors que cette rencontre est prévue le 9 octobre, des flèches sont déjà lancées. La première par Mohamed Cherif Anachi pour le président de la jeunesse sportive de Kabylie, l'un des plus grands clubs algériens. Hugo Bross, le nouveau sélectionneur du Cameroun, ne connaît rien au football. Avec lui, je cite, les Camerounais n'ont aucune chance de se qualifier, surtout avec la présence de l'Algérie dans le groupe. Il faut dire que les deux hommes sont en froid depuis 2014. Hugo Bross avait alors entraîné la JSK durant 2 mois avant de démissionner, le technicien belge reprochant au président Anachi de s'immiscer dans son travail. C'était le journal des sports avec Eric Mamrut. Merci beaucoup Eric, merci à toutes et à tous. À suivre les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. C'est la fin donc de cette édition d'Afrique Soir. À la coordination Christine Muraté, assistée de Cécile Périllard. À la réalisation Wafanour. Excellente nuit à l'écoute de la Radio Mondiale. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. En République démocratique du Congo, l'opposition a-t-elle raison de boycotter le dialogue national censé aider à l'organisation de la prochaine élection présidentielle? C'est l'heure du zapping. Écoutez vos réactions, c'était ce matin sur RFI. Nous ne pouvons pas encourager cette façon de faire. On a un mandat, on termine le mandat, on veut organiser les élections, on veut contourner la Constitution. C'est inacceptable. Ils ont eu 5 ans pour préparer tout ça. On n'a pas élu Kabila pour organiser le dialogue. On l'a élu pour 5 ans et après 5 ans, il organise les élections. À partir du moment où M. Kodjo se fait entourer dans ce dialogue des hypocrites comme M. Kamere, qui jusqu'à la veille du dialogue continuait à refuser d'y participer et du coup, il ne peut rien sortir de bon dans ce dialogue. Mais le processus électoral, il sera sans doute retardé. Il faut se le dire, hein, et c'est M. Kabila qui a tout fait pour le mettre aujourd'hui devant un fait accompli. C'est impossible à ce jour d'organiser une élection présidentielle cette année. Dès le départ, l'opposition avait exigé que ces dialogues soient sous la médiation de la communauté internationale. Et ça a été fait. Le président Kabila, c'est lui qui avait convoqué ces dialogues. Ils ont refusé. Ils ont dit non, lui n'a pas le droit de convoquer les dialogues. Nous avons besoin de l'assistance de la communauté internationale. Maintenant, on vous envoie un facilitateur qui vient de la communauté internationale. Vous les récusez. Ça signifie quoi ça? À l'issue des dialogues, nous voulons qu'on nous dise, OK, en telle date, il y aura telle élection et telle élection. C'est que le peuple congolais attend. Il serait mieux de participer au processus du dialogue. De toute façon, dans ce pays, depuis 1960, nous sommes champions de dépassement des délais. Et à chaque fois, il y a eu des ententes qui se sont faites entre les politiques pour essayer d'organiser ces périodes transitoires. Il est indéniable qu'au 19 décembre, il n'y aura pas des élections. Entre ce que propose l'OIF et ce que propose la CENI, c'est 10 à 16 mois. Donc l'idéal, c'est d'obtenir ce chronogramme et de voir comment gérer cette période transitoire avant la tenue des élections.
Si la volonté d'organiser les élections y est, on les organisera demain ou après-demain. Mais si la volonté n'y est pas, on prendra autant de temps, on ne les organisera pas. Le principal, c'est de pouvoir respecter les principes de base de la démocratie. On a beau être meilleur président, lorsque le temps arrive, on se met de côté et on laisse la place aux autres. Si cela se fait, il n'y aura pas besoin de dialogue. Et demain, nous reviendrons sur la crise post-électorale au Gabon. Vos réactions, vos témoignages, 33 9 693 693 70. Bonne soirée. Autour de la question. Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité. Aujourd'hui, comment raconter notre préhistoire, la foisonnante et buissonnante aventure de notre famille humaine depuis 7 millions d'années à la lumière des plus récentes découvertes paléoanthropologiques. Autour de la question, Caroline Lachowski. Du lundi au vendredi à partir de 14h10 TU. RFI.